le 19 octobre 1944. Les jungles de l'île Lee aux Philippines étaient épaisses de chaleur, de bruit et de peur. Les équipes d'artillerie américaines couvertes de sueur et de boue travaillaient sans relâche, déchargeant des caisses de munitions venues des navires Liberty. L'air tremblait à chaque explosion des obus de 155 mm qui déchiraient les lignes défensives japonaises enfouies profondément dans les collines. Un jeune caporal nommé John Evans s'arrêta juste assez longtemps pour jeter un œil à une étrange poussière rougeâtre qui s'échappait d'une caisse d'obus fendus. Elle n'était marquée d'aucun symbole qu'il connaissait. « Qu'est-ce que c'est que ce truc ?» marmonna-t-il avant de hausser les épaules et de charger l'obus. Quelques instants plus tard, la jungle s'illumina de nouveau. L'obus tomba avec une telle force qu'il fit trembler les arbres à près de 5 kilomètres de là. 3 ans plus tôt, au Texas de l'Est, un fermier nommé Harold Gentry Hall, pour ses amis, était agenouillé dans un champ de maïs brûlé par le soleil, juste à l'extérieur du comté de Tyler. L'été 1941 avait été brutal. La terre était sèche, craquelée comme du vieux cuir, et rien ne semblait vouloir pousser. Hall, âgé de 42 ans, les mains aussi dures que l'écorce tenaient un bocal de verre rempli d'une étrange poudre grise. Ses voisins s'étaient moqués de lui lorsqu'il avait commencé à la mélanger. Nitrate d'ammonium, un peu de sulfate d'ammonium et du charbon de bois broyé. Rien de tout cela n'avait de sens pour eux. Ils disaient que c'était stupide, dangereux. « T'es pas chimiste, Hall !» lança un homme à l'élévateur à grains. « Tu vas juste faire exploser ton champ. » Hall ne répondit pas. Il continua simplement à mélanger, à tester, à observer. Ce que ni ses voisins rieurs, ni Hall lui-même ne pouvaient savoir, c'est que ce mélange d'engrais jugé idiot traverserait un jour l'océan. Il finirait dans les usines de guerre, dans les obus d'artillerie, dans les projectiles mêmes qui à cet instant pulvérisaient les fortifications ennemies dans le Pacifique. Non pas parce qu'il était explosif, pas encore, mais parce qu'il était efficace, stable, facile à stocker et abondant. En moins d'1 an, le Bureau de production de guerre des États-Unis classerait discrètement un mémo secret sous le nom de code Project Green Grain. En 1944, des milliers de tonnes de munitions portaient la trace d'une formule née dans un champ de maïs de 120 acres au cœur du Texas de l'Est. On disait qu'il n'était qu'un fermier. On disait que son mélange était insensé. Il se trompait. Voici l'histoire vraie d'un homme ordinaire sans éducation formelle, mais avec un cœur obstiné, qui créa quelque chose dont l'écho résonnerait jusque dans les jungles à l'autre bout du monde. Quelque chose qui contribua à gagner une guerre. Et tout commença avec la terre. Harold Hall Gentry et le sol qui défia le Texas. Hall Gentry était né le 15 août 1908 dans les forêts de pins du comté de Tyler au Texas. Son père Ernest Gentry était un cultivateur de maïs de seconde génération. Sa mère Ruth enseignait l'arithmétique dans la petite école à une seule salle qui desservait leur coin du Texas oriental. Ils n'étaient pas riches, même pas de la classe moyenne. Mais ils possédaient des terres 120 acres d'une terre argileuse rougeâtre s'étendant le long de la rivière Nishi. Hall grandit pieds nus courant après les poules réparant des clôtures et écoutant les vieux hommes du magasin général débattre des rendements et du péage du sol comme s'il s'agissait d'écritures du dimanche. Mais tandis que la plupart des garçons du comté rêvaient de derricks pétroliers ou d'empires bovins, Hall avait une fascination plus étrange, la chimie de la terre sous ses bottes. À 12 ans, il demanda à sa mère s'il pouvait garder ses vieilles boîtes de café, non pas pour y mettre des billes, mais pour tester différentes combinaisons de cendres de sable et de fumier sur les oignons sauvages derrière la grange. Elle rit mais accepta. La même année, il emprunta à la bibliothèque de l'école un exemplaire défraîchi de Elementary Agricultural Science et le lut jusqu'à ce que les pages se détachent de la reliure. Au printemps 1935, à la fin de la Grande Dépression, lorsqu'il hérita de la ferme, Hall avait déjà commencé à tenir des journaux manuscrits intitulés « Expérience sur l'azote et contrôle de l'humidité ». Il ne se disait pas scientifique,
Il n'avait même pas terminé le lycée. Mais il avait une habitude que peu d'hommes partageaient. Il notait tout. Chaque pluie, chaque semis, chaque changement de couleur des feuilles. Dans l'est du Texas, la terre était rude. Les étés secs, les hivers courts et l'argile du sol transformaient chaque labour en véritable sculpture dans la pierre. En 1941, alors que la guerre faisait rage en Europe et que la demande agricole augmentait aux États-Unis, Hall peinait à dépasser la moyenne de rendement de l'État. Le maïs devait atteindre au moins 35 boisseaux à l'acre au Texas. Hall stagnait autour de 28. C'est alors qu'il fit son mélange. Tout commença simplement. Il ajouta du nitrate d'ammonium à la terre, un engrais riche en azote couramment disponible en petite quantité. Mais Hall remarqua qu'il se lessivait trop vite dans ses champs, l'azote disparaissait avant que les cultures puissent l'absorber. Alors il ajouta du sulfate d'ammonium, espérant que le soufre ralentirait la libération. Cela aida un peu, mais pas assez. Puis vint le charbon de bois broyé en une poussière fine. Il absorbait l'humidité et liait les autres composés d'une manière qui surprit même Hall. La texture du sol changea. Il restait plus frais, plus vert. Il appela cela le Gentry Mix TX41, et les gens se mirent à rire. « Ce n'est pas un laboratoire de chimie, Hall, » lui dit un voisin. « Tu prépares un assaisonnement pour barbecue pour tes plantes. » Mais quelque chose se passait. Sur une parcelle d'essai de 3 acres près de l'arrière de sa propriété, le maïs de Hall poussait plus haut, plus vert. Il enregistra un rendement de 40 boisseaux par acre, soit une hausse de plus de 40%. Il pensa d'abord que c'était peut-être un coup de chance, peut-être que les pluies avaient aidé. Mais il testa encore, et les chiffres se confirmèrent. Ce que Hall ignorait, ce que personne n'aurait pu savoir, c'est que la composition chimique de son mélange ressemblait étrangement aux composés utilisés à un stade précoce dans la fabrication de munitions. Pas explosif en soi, mais stable, dense et plein d'énergie potentielle. Dans un monde qui se précipitait vers la guerre globale, où chaque once d'azote pouvait faire la différence entre victoire et défaite, l'expérience dans le jardin de Hall allait devenir un secret d'État. Pourquoi un engrais peut exploser la science qu'on n'enseignait pas aux fermiers? Hall Gentry ne savait pas qu'il manipulait les hausses d'une bombe. Pour lui, le nitrate d'ammonium n'était qu'un puissant engrais, l'une des meilleures sources d'azote pour son sol difficile de l'Est texan. Il l'achetait en petits sacs de papier brun à la coopérative du comté, sans jamais s'interroger sur la raison pour laquelle il était parfois entreposé dans une remise séparée avec un panneau d'avertissement. Les fermiers autour de lui l'utilisaient aussi, mais seulement en petite quantité et généralement mélangé à de la chaux ou au gypse. La curiosité de Hall l'emmena plus loin. Il ne cherchait pas à fabriquer quelque chose de dangereux. Il essayait juste de garder son maïs vivant pendant un autre été texan brûlant. Mais ce que Hall ignorait, ce que la plupart des agriculteurs ignoraient, c'est que le nitrate d'ammonium n'était pas seulement utile pour faire pousser des cultures. Dans les bonnes conditions, il pouvait détruire des bâtiments, briser du béton et traverser l'acier. C'était en fait l'un des produits chimiques les plus polyvalents et les plus meurtriers au monde. Décomposons cela. Le nitrate d'ammonium est fabriqué à partir d'ammoniac et d'acide nitrique, 2 substances qui, une fois combinées, créent un sel à haute teneur en oxygène. Cet oxygène, en fait, un oxydant idéal. Dans les engrais, il fournit l'azote directement aux racines des plantes. Mais dans les explosifs, il alimente la combustion. Lorsqu'il est se mélanger à une source de carburant comme le gazole ou même le charbon de bois, il peut détonner avec une force rivalisant avec le TNT de qualité militaire. Ce n'est pas de la théorie, c'est de la chimie. Et au début de la Seconde Guerre mondiale, tant les Alliés que les puissances de l'Axe étaient en quête désespérée de nitrate. L'Allemagne s'était longtemps appuyée sur le procédé Haber pour synthétiser de l'ammoniac à partir de l'azote atmosphérique. Les Britanniques, à court de ressources naturelles, dépendaient des importations de salpêtre chilien. Les États-Unis disposaient d'usines chimiques dans le Midwest
qui produisait du nitrate d'ammonium pour l'agriculture. Mais à la fin de 1941, le ministère de la Guerre commença à en détourner une partie pour la fabrication de munitions. Les chiffres sont vertigineux. Une seule bombe de MiG-1000 pouvait nécessiter plus de 400 kb de nitrate d'ammonium de haute qualité dans sa charge. Multipliez cela par des millions de bombes d'obus et de grenades, et l'on parle de centaines de milliers de tonnes d'un produit chimique qui jusque-là vivait principalement dans les magasins d'alimentation animale et les silos à grains. C'est dans cette ruée mondiale vers l'azote que quelqu'un remarqua la petite expérience de Gentry. Le Gentry Mix TX41 n'était pas explosif, pas encore. Mais il réunissait deux qualités que l'armée adorait: stabilité et disponibilité. Parce que la version de Hall utilisait du charbon de bois broyé, au lieu d'un carburant liquide, elle pouvait être stockée sèche, conditionnée dans des bidons et expédiée à travers l'océan, sans fuir ni se dégrader. Plus important encore, elle était bon marché. Chaque ingrédient pouvait être trouvé sur le territoire national. Pas besoin d'importations rares, ni de procédés de raffinage dangereux. Cela en faisait un candidat idéal pour quelque chose de nouveau, un composé amplificateur, un booster. Un booster s'intercale entre un détonateur et la charge explosive principale. Son rôle est d'amplifier une étincelle faible en une explosion massive. Pour cela, on a besoin d'un matériau de sensibilité modérée, plus puissant qu'une amorce mais plus sûr que le TNT. Le mélange de AL avec les ajustements appropriés cochait toutes les cases. Pourtant, personne ne le lui dit. Tandis que l'armée ajoutait discrètement le Gentry Mix TX41 à sa liste de composés amplificateurs expérimentaux, Hall continuait de cultiver. Il gardait ses notes, suivait l'acidité de son sol et n'imaginait pas qu'enterré dans ses rangs de maïs se trouvait la graine d'un projet bien plus vaste. Début 1942, le War Production Board rédigeait déjà des propositions pour adapter certains composés à base d'engrais à un usage d'armement. Et l'un des libellés qui revenait sans cesse griffonné au crayon sur un rapport envoyé depuis l'Est du Texas se lisait simplement Green Grain variante agricole. La lettre qui a changé sa vie Washington sonne à sa porte. Elle arriva dans une simple enveloppe brune sans adresse de retour et avec une seule ligne de texte au-dessus du nom d'Hal Gentry, Official Business War Production Board. Le cachet postal indiquait le 5 mars 1942. Hall l'ouvrit avec les mêmes mains épaisses et calleuses qu'il utilisait pour soulever des sacs d'aliments pour bétail. À l'intérieur se trouvait une seule page dactylographiée, dans un langage bureaucratique, raide. Le gouvernement souhaitait le rencontrer. Plus précisément, des représentants du United States War Production Board et de l'Office of Scientific Research and Development sollicitaient une consultation technique concernant de récentes formulations de matériaux agricoles à base d'azote. Hall cligna des yeux devant la lettre pendant une bonne minute avant de la poser sur la table de sa cuisine à côté d'un morceau de pain de maïs à moitié mangé. Il ne savait pas ce qu'il voulait dire. Il n'était même pas sûr qu'il se soucie de ce qu'il faisait, mais il se souvenait d'une phrase près du bas soulignée à l'encre forte. « Your compound has properties of interest to National Defense Research. » Mais c'était. 2 semaines plus tard, Hall monta dans un train à Lufkin, Texas, une valise dans une main et un carnet d'expérience d'engrais dans l'autre. Il portait son seul manteau de laine et un chapeau qui n'était plus neuf depuis avant la dépression. Il n'avait jamais quitté l'État auparavant. Au moment où il arriva à Washington, D.C., le printemps venait juste de commencer. Les cerisiers bordaient les rues, mais l'ambiance dans la capitale était tendue. Les Japonais avaient pris les Philippines. Les U-boats rôdaient dans l'Atlantique. L'Amérique se hâta d'approvisionner non seulement sa propre armée, mais aussi toute la machine de guerre alliée. On fit entrer Hall par une porte latérale d'un immeuble quelconque sur Pennsylvania Avenue. On ne lui remit pas de badge ni d'escorte, seulement une poignée de main d'un homme en costume gris qui se présenta seulement comme M. Hartley. On le conduisit dans une salle de conférence sans fenêtre où 2 autres hommes étaient déjà assis. L'un portait une blouse de laboratoire, l'autre des insignes militaires.
Une carafe d'eau resta intacte au centre de la table. Hal posa son carnet et attendit. Ce qui suivit fut plus une interrogation qu'une consultation. On lui posa des questions sur son mélange, comment il le fabriquait, pourquoi il avait choisi ses ingrédients, ce qu'il avait remarqué dans le sol est nerveux mais posé. Il expliqua tout comment le nitrate se lessivait sous la pluie, comment le charbon de bois gardait le mélange sec, comment ses rendements avaient bondi de 40%. Il n'utilisa jamais le mot « explosion », mais eux, oui. L'homme en uniforme, le colonel Julius Black, se pencha en avant. « Monsieur Gentry, êtes-vous conscient que votre formule avec de légères modifications répond au seuil de densité et d'énergie requis pour une utilisation dans la munition militaire ?» Hal le fixa. « Monsieur, je voulais juste que mon maïs pousse. » Le colonel esquissa un sourire, mais ses yeux étaient graves. « Eh bien, vous avez peut-être justement inventé un meilleur booster que tout ce que nous avons actuellement en service sur le terrain. » Ils n'en dirent pas beaucoup plus. « Sécurité, dirent-ils. » On proposa à Hal un contrat, une petite compensation pour sa formule, plus une consultation continue. Il resterait officiellement sur sa ferme pour éviter d'attirer l'attention. Le gouvernement ferait le reste. Avant son départ, M. Hartley l'écarta un instant. « Ce que vous avez fabriqué n'est pas une bombe, dit-il, mais c'en est une partie, et avec la guerre telle qu'elle est, cela peut être précisément ce dont nous avons besoin. » Hal acquiesça plus confus que fier. Il rentra au Texas la poche remplie de paperasse gouvernementale et avec l'étrange poids de savoir qu'une chose issue de sa ferme n'était plus seulement à lui. L'expérience qui avait commencé avec un sac d'engrais était désormais verrouillée et portait un nouveau nom, Project Green Grain, la Longhorn Ammunition Plant et un ingrédient secret. À l'été 1942, la guerre avait pénétré profondément le cœur du Texas, non pas avec des balles ou des bombes, mais avec des plans et des wagons de chemin de fer. Dans un tronçon boisé de pins de l'Est texan près d'une petite ville tranquille, appelée Karnak des bulldozers, abattirent des acres d'arbres. Ce qui avait été des terres agricoles et des forêts devenait l'une des installations les plus secrètes et stratégiquement vitales du pays, la Longhorn Army Ammunition Plant. Elle couvrirait plus de 8500 acres une fois achevée, soit plus de 13 000 carrés d'entrepôts, de munitions de quais, de chargements et de lignes de production. Son objectif était de produire en masse du trinitrotoluène, connu sous le nom de TNT. Mais l'armée avait besoin de plus que de simples explosifs puissants. Elle avait besoin de composants de charge de remplissage de boosters, de stabilisants de matériaux permettant d'étirer des approvisionnements limités de TNT sans compromettre la puissance de feu. C'est là que la formule d'Hal Gentry entra en jeu. Dans un bureau discret de l'aile administrative de l'usine, les mots « Green Grain Booster variant TXF-81 » furent dactylographiés sur une demande d'essai de production. Ce composé était officiellement un booster destiné à être inséré entre le détonateur et la charge principale de TNT. Il avait été adapté du mélange original de Hal avec de légères modifications. Le charbon avait été réduit en poudre plus fine et de petites quantités de cire de paraffine avaient été ajoutées pour empêcher l'absorption d'humidité. Les résultats surprirent même les sceptiques. Lors d'essais à l'intérieur d'un étui d'obus de 105 mm au champ d'épreuve d'Aberdeen dans le Maryland, le mélange modifié Green Grain brûla proprement ce comprimat de manière homogène et transmit la force avec une constance presque parfaite. Il n'était pas aussi puissant que le TNT, mais il n'en avait pas besoin. Sa tâche était d'amplifier, et il l'accomplissait mieux que toute formule existante à l'époque. De retour à Karnak, les ingénieurs de l'usine Longhorn étaient d'abord sceptiques. Un superviseur ricana. « On fait confiance à la recette de terre d'un fermier pour l'insérer dans de l'artillerie en service. » Mais les échéances ne se souciaient pas des origines. Les forces alliées étaient à court d'explosifs de haute qualité. L'invasion de l'Afrique du Nord avait consommé les réserves. Le théâtre du Pacifique s'étendait, et les matières premières comme le
nécessaire pour le TNT, était dangereusement rare. Cela faisait du mélange de HAL, plus qu'une nouveauté, une nécessité. En octobre 1943, l'usine Longhorn avait pleinement intégré le Project Green Grain dans son programme de production. Le mélange était expédié dans des fûts scellés étiquetés Booster variant C et chargés dans des milliers d'obus de 150 mais 155 000. Il n'apparaissait jamais sous son nom sur les manifestes, seulement le code de formule TXF81. On ne dit pas à Hall l'ampleur réelle de son utilisation. Il se levait toujours avant l'aube, entretenait son maïs et griffonnait les chiffres des précipitations dans un carnet à spirale. Mais toutes les 2 semaines, il recevait une enveloppe simple contenant un chèque et une mise à jour d'une seule ligne. Résultat sur le terrain acceptable. Poursuivez le soutien. Il ne demanda jamais plus. Ce qui comptait pour lui, c'était que quelque chose qu'il avait fabriqué, fruit de patience de terre et de ses erreurs, servait à quelque chose de plus grand que lui, quelque chose qui pourrait aider à mettre fin à la guerre. Et au cœur de l'usine Longhorn, les ingénieurs commencèrent à l'appeler par un surnom que personne à l'extérieur des grilles n'entendrait jamais, le feu du fermier. Aucune expérimentation en temps de guerre ne survit sans risque. Et au début de 1944, le mélange de Hal Gentry faillit disparaître pas au champ de bataille, mais dans un entrepôt. Le premier signe de problème apparut un matin pluvieux de février, lorsqu'une inspection de routine à l'usine Longhorn signala plusieurs fûts de TXF41 pour intrusion d'humidité. Une fine couche de condensation s'était formée à l'intérieur des conteneurs, ramollissant le mélange en grumeaux. La lecture était claire 2% d'humidité en poids. Le seuil de sécurité militaire était de 3. Au début, l'équipe d'inspection crut à une erreur de stockage. Peut-être que les fûts n'avaient pas été correctement scellés, mais un second lot échoua au même test. Puis un troisième. En 72 heures, l'usine arrêta toute activité sur la chaîne des boosters impliquant le Green Grain. Les retards de production s'accumulaient. Une offensive sur le front approchait. Les tensions montèrent. Hall fut convoqué. Il arriva à l'usine vêtu de sa vieille veste de travail et de son chapeau, sentant encore faiblement la terre et le diesel. Le point de contrôle de sécurité le laissa passer sans cérémonie. À l'intérieur, des hommes en blouse blanche et avec des tablettes se déplaçaient d'un pas rapide entre les laboratoires et les stands d'essai. Hall, fermier dans l'âme, se sentit comme dans un pays étranger. On le conduisit à une longue table métallique où 2 fûts du mélange humide avaient été ouverts. Un chimiste tint un échantillon et le laissa s'effriter entre ses doigts gantés. « Ce n'est pas stable », dit-il froidement. Si cela avait été expédié, cela aurait pu provoquer des ratés. Pire. Hall demanda à voir les registres. Après 30 minutes à feuilleter les notes de production, il repéra un motif que l'équipe de laboratoire avait manqué. Chaque lot défaillant avait été stocké dans une aile neuve de l'entrepôt, la seule, sans déshumidificateur en fonctionnement. Il le fit remarquer. La pièce tomba silencieuse. Le superviseur en chef passa sa main dans ses cheveux. « Vous voulez dire que ce n'était pas un problème de formule ?» Hall hocha la tête. « Pas si le mélange était sec en entrant. On ne peut pas accuser la pâte quand le four fuit. » La réparation fut rapide. Tous les fûts furent relocalisés et les commandes d'humidité furent améliorées. Mais l'incident laissa une cicatrice. Plusieurs hauts responsables du War Production Board virent désormais le booster Green Grain avec suspicion. Certains suggérèrent de revenir à d'anciens composés malgré leur moindre efficacité. Puis un second incident aggrava les choses. En mars, à la station de chargement NDJ4, un fort thump résonna dans toute l'usine. Pas une explosion complète, mais une déflagration violente lors de l'emballage d'un obus. 3 ouvriers furent blessés. Un rapport préliminaire attribua la cause à une décharge statique d'un outil métallique. Mais lorsque l'on apprit que l'obus avait été chargé avec du TXF41, les chuchotements devinrent des titres. Hall ne fut pas mis en cause, mais il ressentit la chose tout autant.
Cette nuit-là, il s'assit sur son porche, un registre sur les genoux et une cigarette brûlant entre ses doigts. Il n'en allumait pas souvent, mais ce n'était pas une nuit ordinaire. Il ne dormit pas. Le lendemain matin, il posta une lettre manuscrite au directeur de l'usine. Elle disait « Si vous pensez que le mélange n'est pas sûr, cessez de l'utiliser. Je n'ai pas créé cela pour blesser qui que ce soit. » La réponse arriva 3 jours plus tard, dactylographiée dans un ton sec et formel. « Nous reprenons l'utilisation du Green Grain. Le problème était procédural, non chimique. Votre mélange reste précieux, vous aussi. » Ce n'était pas un éloge, mais c'était suffisant. Elle retourna à ses champs. Les doutes ne disparurent pas, mais quelque part, entre les rangées de maïs et le bourdonnement du vent, il se rappela que le risque faisait partie de la guerre et de la découverte. Si son mélange devait jouer un rôle, il le mènerait jusqu'au bout même si personne ne lui disait jamais merci. Comment le mélange a aidé à briser Leyte. Le 20 octobre 1944, les premières bottes américaines foulèrent les rivages de l'île de Leyte à l'aube. Le soleil commençait à dissiper la brume matinale, mais la jungle était déjà vivante de tirs d'explosions de mortiers et du sifflement aigu des mitrailleuses japonaises cachées dans les collines. C'était le début du retour du général Douglas MacArthur, la libération tant promise des Philippines. Et les Japonais n'avaient aucune intention d'abandonner l'île sans combat. Les zones de débarquement étaient lourdement fortifiées. Des bunkers cachés des tranchées camouflées et des casemates profondément enfouies transformaient chaque mètre de terrain en piège mortel. Les soldats alliés se blottissaient derrière tout abri possible tandis que le feu ennemi pleuvait. La progression s'enlisa. Les pertes s'accumulaient. Puis le ciel se fendit en deux. Un mur de son roula depuis la mer. Les cuirassés et croiseurs américains stationnés à plusieurs kilomètres au large déchaînèrent tout leur arsenal dans ce qui allait devenir l'un des plus grands bombardements navals de la guerre du Pacifique. Les obus de 155 mm décrivaient des arcs mortels dans le ciel. Certains portaient les noms de fiancés griffonnés au crayon. D'autres contenaient quelque chose de bien plus inhabituel, un composé amplificateur étiqueté TXF-41. Entre le détonateur et la charge explosive principale se trouvait une poudre née de la terre du Texas oriental, le mélange de Hal Gentry. Personne sur la plage ne le savait. Personne sur les navires ne le savait. Mais lorsque les obus frappèrent tout le monde, sentit la différence. Un sergent des Marines nommé Victor Ducas, accroupi derrière une souche d'arbre éclatée, écrivit plus tard dans son journal de campagne « On aurait dit que le ciel s'était ouvert. Le sol s'est soulevé sous nous comme un matelas. Ce n'était pas juste une explosion, c'était une poussée. On pouvait la sentir dans la poitrine. Je ne sais pas quel genre de munitions ils ont utilisé, mais les Japs ont cessé de tirer après ça. Mais au moins, la ligne défensive japonaise le long de Red Beach s'effondra après 40 minutes de bombardement continu. Les rapports des observateurs avancés indiquaient que les bunkers qui résistaient auparavant aux explosions conventionnelles étaient maintenant détruits au-delà de toute reconnaissance. Dans certains cas, la colline elle-même était éventrée racines roches et barres d'acier projetées haut dans les arbres. L'artillerie ne se contentait plus de neutraliser le feu ennemi, elle effaçait leur position. Dans une note rédigée 2 jours après l'assaut initial, un officier de munitions à bord de l'USS Tennessee écrivit « Les performances des obus ont dépassé les attentes précédentes en matière de régularité et de diffusion de la détonation. Cause présumée nouveau composé amplificateur émis dans le lot TX6. Test supplémentaire recommandé. » Ces lots TX6 n'étaient autres que la série de Green Grain, enrichis expédiés 4 semaines plus tôt depuis la Longhorn Army Ammunition Plant à Karnak, Texas. Et ce n'était pas la seule. Lorsque la campagne de Leyte atteignit son apogée en novembre, plus de 250 000 obus contenant ce booster avaient été tirés sur l'île. On estime qu'à la fin de la campagne, près de 4 millions de livres de matériaux liés au TXF-41 avaient été utilisés, et les Japonais remarquèrent la différence. Des manuels de terrain capturés après Leyte indiquaient un changement dans leur planification défensive.
Après cette bataille, ils commencèrent à renforcer les bunkers avec du béton au lieu de la terre et à enfouir leurs armes plus profondément sous terre. Ils avaient appris douloureusement que quelque chose avait changé dans la puissance de feu américaine, mais ils ne surent jamais quoi. De retour au Texas, Al Gentry était assis dans sa cuisine, écoutant la radio. L'émission grésillait, la réception allait et venait, mais il entendit les gros titres. Les forces américaines remportent d'importants succès aux Philippines. Il ne savait pas que son mélange était utilisé. Personne ne le lui avait dit. Mais tandis qu'il versait son café et regardait son champ par la fenêtre, quelque chose lui serra le ventre. Ce n'était ni de la fierté ni de la peur quelque chose entre les deux. Il avait passé sa vie à essayer de faire pousser les récoltes, et maintenant quelque chose qu'il avait créé servait à faire exploser des montagnes. À cet instant bref, silencieux, invisible, il comprit la portée de ce qu'il avait accompli, un héros sans uniforme. Quand les forces américaines sécurisèrent Leyte et que le général MacArthur traversa les vagues, avec assurance comme promis, les journaux de retour au pays regorgeaient de nouvelles de victoire. Les unes montraient des soldats courageux, des cuirassés, à la mer des drapeaux hissés sur des collines couvertes de jungle. Mais il n'y avait pas de photo de Al Gentry. Aucune mention du Green Grain, aucune interview, aucune médaille, aucun défilé. De retour dans le comté de Tyler, Texas, l'homme dont l'expérience avait contribué à briser certaines des fortifications les plus solides du Pacifique récoltait son maïs seul, en silence, sans savoir jusqu'où son mélange avait voyagé. Al reçut un seul télégramme ce mois-là. Il était bref. Provenant du ministère de la Guerre, il disait « TXF 41 contributions au programme d'explosifs amplificateurs reconnus. Poursuivez les livraisons régulières. Les performances dépassent l'efficacité prévue. STA. » C'était tout. Pas de signature, pas d'emblème, juste des chiffres et de l'utilité. Il plia le papier, le rangea dans son registre et n'en parla jamais à personne. En ville, on se moquait encore de l'odeur de son engrais. On appelait cela la poussière de chèvre de Gentry, à cause de la façon dont elle s'accrochait aux bottes. Al se contentait de sourire, de hocher la tête et de retourner au travail. Même le commis de la coopérative, qui des années plus tôt s'était moqué de son projet scientifique, achetait maintenant les semences issues de sa récolte, sans savoir que la même chimie du sol avait fait partie de l'arsenal allié. Parfois, Al passait en voiture devant le bureau de poste et apercevait un drapeau de service dans une fenêtre, des étoiles dorées, des étoiles bleues. Et il se demandait si l'un de ses garçons avait été sauvé par la force de son mélange. Il ne demanda jamais. Il ne dit rien. Il n'avait ni uniforme, ni grade, ni ruban. Mais il portait le poids d'un savoir que peu de civils possèdent. La ligne entre la vie et la mort, entre l'échec et la victoire, peut parfois passer directement à travers un bout de terre têtu du Texas. Il y eut une soirée, une seule, où il faillit dire quelque chose. C'était au printemps 1945. La guerre touchait à sa fin. Le soleil se couchait en larges traînées orangées à l'horizon, et Al était assis sur son porche avec sa nièce Claire, une institutrice venue de Dallas. Elle avait apporté un journal dont la première page montrait Iwo Jima, le drapeau, les corps, le prix du progrès. Claire regarda son oncle et demanda doucement « Regrettes-tu de ne pas en avoir fait plus, Al ?» Il ne répondit pas tout de suite. Il resta là à contempler les rangées de maïs qui commençaient à germer vert pâle sur l'argile rouge. Puis il dit simplement « Parfois le travail le plus important ne fait aucun bruit. » Claire ne comprit pas. Pas encore. Mais des années plus tard, lorsque le Project Green fut discrètement déclassifié et que les archives révélèrent l'identité de l'homme derrière le TXF 41, elle se souvint de ces mots. Al ne se vanta jamais, ne revendiqua aucun mérite, ne chercha jamais à en tirer profit. Il resta sur sa ferme à travers la sécheresse de 1949, puis la vague de mécanisation des années 1950. Il mourut dans son sommeil en 1971 à l'âge de 63 ans. L'avis de décès local le décrivait comme un fermier, un expert en engrais et un homme de foi tranquille. Il ne mentionnait ni les obus, ni le booster, ni la guerre.
mais dans un classeur à Washington, D.C., dans un dossier autrefois marqué Confidential Ordnance Materials Booster Class C, le nom Gentry figurait toujours. Un fermier, un inconnu, un héros sans uniforme. Au fond, Al Gentry ne demanda jamais rien. Il ne voulait pas que son nom soit gravé sur le flanc d'un cuirassé. Il n'exigea ni statut ni chapitre dans un livre d'histoire. Il ne dit même jamais à ses voisins ce qu'il avait accompli. Il retourna simplement à la terre, à ce sol qu'il avait façonné et qu'il avait à sa manière discrète rendu en retour. Et peut-être est-ce que cela qu'il faut retenir, car malgré tout le vacarme de la guerre, le tonnerre des obus, les cris des ordres, le grondement des usines, certains des moments les plus décisifs de l'histoire commencent dans le silence, dans l'immobilité, dans la présence d'un homme seul debout au milieu d'un champ tenant un bocal de poussière et se demandant peut-être s'il vient de découvrir quelque chose que personne d'autre ne voit. La vie d'Al nous enseigne quelque chose qu'on oublie facilement. L'histoire n'est pas seulement façonnée par des généraux et des discours. Elle est façonnée par ceux qui travaillent dans l'ombre, qui persistent sans applaudissements, qui portent le poids des conséquences sans jamais savoir jusqu'où leurs actes s'étendent. Le mélange d'engrais qu'il a fabriqué, né de l'échec du ridicule et d'un désir honnête de faire pousser quelque chose de bien, est devenu la force invisible derrière 1000 explosions. Pas parce qu'il l'avait voulu, mais parce qu'il croyait en la valeur de l'effort, du fait d'essayer de ne pas abandonner quand le monde vous dit que vous perdez votre temps. Il y a là quelque chose d'à peu près sacré. Alors peut-être que l'héritage réel d'Al Gentry ne réside pas seulement dans les obus tirés à Leyte ou dans les plans rangés aux archives. Peut-être qu'il réside dans ce qu'il nous rappelle de nous-mêmes, qu'en dépit d'une ère de machines et de métriques, c'est toujours le cœur humain qui invente, toujours le fermier qui coud, toujours le citoyen qui, sans grade ni ruban, façonne le cours des choses. Et maintenant, je veux vous poser une question. Que auriez-vous fait à sa place si le gouvernement était venu solliciter votre expérience de jardin? Si votre travail personnel tranquille et étrange, détenait soudain le pouvoir de changer le cours de l'histoire, l'auriez-vous cédé, en sachant qu'il pourrait sauver des vies? L'auriez-vous pris sur vous, en sachant que cela pourrait aussi coûter